Bonsoir à tous, bonsoir au public du Cercle Aristote, que je remercie une fois de plus pour son invitation. Ce soir, je vais vous parler donc de la perspective de la fin du travail, qui est un sujet dont vous allez voir, hein, malgré les apparences, qu'il a certaines résonances avec l'actualité sociale française, hein, qui est brûlante comme vous le savez. Euh, alors, je vais procéder en trois temps pour cet exposé. Dans un premier temps, j'espère que vous voyez bien ma présentation, enfin je vais souligner des parties au fur et à mesure de l'exposé. Dans un premier temps, donc, je vais réfléchir à cette idée de la fin du travail d'un point de vue de l'histoire des idées, c'est-à-dire d'où est-ce que ça vient, à quel moment on a commencé à se dire que tiens, peut-être un jour l'homme ne travaillera plus. Un peu plus tard dans ma présentation, je vais parler des évolutions contemporaines qui justifient qu'on pense que le travail est quelque chose qui est en train de disparaître. Donc c'est plutôt la partie sociologie ou voilà, économie contemporaine. Et puis dans un dernier temps, sous un plan plutôt éthique, je réfléchirai un petit peu, mais ce sera rapide, parce que c'est un autre sujet d'une certaine façon, mais est-ce que ce déclin du travail est plutôt une bonne nouvelle finalement, si on se met d'accord sur le fait qu'il y a une diminution du travail qui est à prévoir, faut-il s'en réjouir ou est-ce plutôt un problème pour les sociétés? Voilà, comment peut-on évaluer cette transformation d'un point de vue éthique? Donc, sachant qu'il y a aussi des enjeux politiques, bien sûr, derrière. Euh, donc voilà, cet exposé, ces trois parties, ça devrait prendre, je sais pas, environ 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc, dans un premier temps, à quel moment dans l'histoire des idées, enfin surtout dans le monde occidental, parce que je ne connais pas vraiment le reste du monde, peut-on envisager l'apparition de cette idée d'une fin du travail? Alors j'ai commencé par me tourner vers les textes religieux anciens, donc la Bible, hein, les textes qui ont façonné la culture judéo-chrétienne des pays occidentaux, notre tradition culturelle un peu quand même. Et ça m'a permis de renouveler un peu mes idées sur la question, parce que je vois que j'avais certaines idées un peu préconçues. Donc, dans la Bible, plus précisément dans la Genèse, hein, donc au tout début de l'Ancien Testament, vous savez que l'Ancien Testament a été fait par les autorités religieuses, enfin les prêtres juifs à l'époque de leur exil à Babylone. Et donc à ce moment-là, les conceptions religieuses des Juifs de l'Antiquité ont été influencées par les mythes babyloniens. Ils ont repris des trucs aux Babyloniens et ça a donné les textes qu'on appelle aujourd'hui la Genèse. Bon. Alors dans la Genèse, le travail est présenté au deuxième récit de la création comme une activité assez positive en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'homme est décrit comme co-créateur du monde. En effet, on passe d'une terre aride sans aucun signe de vie, où il n'y a pas d'humain pour la mettre en valeur, à un moment où la culture du sol se manifeste. Donc l'homme aurait une fonction finalement de co-création, il participe à la mise en valeur du monde. Le travail humain, donc c'est une vision évidemment mythologique, hein, ça ne décrit pas des événements réels, mais ça montre les représentations du travail. Donc c'est à ce titre-là que j'analyse hein, ces mythes de la Bible. Le travail humain se déroule dans le jardin de Dieu. Dieu confie à l'homme la mission de cultiver, de garder ce jardin. Ta 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 ta. Donc l'être humain, il a une tâche d'être l'intendant de Dieu dans le monde, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il doit préserver et mettre en valeur la création. Voilà, donc ça c'est la vision du travail dans cette partie-là de l'Ancien Testament. Le travail fait partie de la condition humaine et ne présente aucune connotation négative. Et moi, j'avais pas tout à fait ce souvenir-là, mais j'ai un peu changé d'avis en lisant le commentaire hein, dont je m'inspire. Alors, je précise la source. Hein. C'est un article d'une dénommée Da Silva qui a été publié en 95, année fatidique, hein, parce que c'est une année où on a beaucoup réfléchi au travail, visiblement. Un article de la revue théologique. Voilà, donc j'estime que ça fait un tout petit peu autorité. En tout cas, ça semble pas une interprétation extravagante du sens des textes religieux. Après, je suis pas spécialiste, il y a des gens qui ont un autre point de vue, qui pourront le faire connaître, hein, mais
Donc, moi, j'avais pas ce souvenir-là sur l'histoire de la perception du travail, parce que je me souvenais surtout de la partie où Adam est chassé du paradis. Et je croyais que c'était à ce moment-là que le travail apparaissait dans l'Ancien Testament. En fait, non. L'épisode où Adam est chassé du paradis ne signifie pas que l'homme serait maudit et voué au travail. En tout cas, c'est pas nécessairement l'interprétation qui a été faite dans l'histoire du christianisme de ce passage. Alors le texte en question, donc c'est dans la Genèse, c'est le moment où Dieu dit à Adam, donc quand il le chasse, après le péché, après avoir mangé la pomme, et ainsi de suite, hein, le sol sera maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs, à la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, or tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Et puis après, il maudit Ève en lui disant qu'elle va, elle va enfanter dans la douleur et que les serpents la mordront. Enfin voilà, des trucs sympas quoi. Mais en fait, cette malédiction qui est énoncée à ce moment-là de. Est-ce que. Golop, vous pouvez fermer votre micro, merci. Donc cette malédiction en fait ne concerne pas l'activité du travail elle-même, parce que déjà le travail il existait donc avant l'exil du paradis terrestre. Et en fait, ce qui change à ce moment-là, c'est que le travail va devenir pénible. Hein, c'est ça la différence. Donc, la malédiction ne porte ni sur Adam ni sur le travail, seule la terre est maudite. Donc, dorénavant, la production de la nourriture sera le résultat d'un travail pénible à la sueur de ton front. Cependant, ce ne serait pas un destin fatal et irrémédiable, car Dieu va rendre à la terre sa fécondité un peu plus loin dans l'histoire. Voilà, bon. Donc, le travail n'est pas nécessairement déconsidéré, et en fait, ça va être un conflit d'interprétation qui traverse un petit peu l'histoire de la pensée chrétienne, puisque au Moyen-Âge, donc j'avance un petit peu dans le temps historique, au Moyen-Âge, on va beaucoup commenter ces textes religieux, et il y a la conception, on va dire, qui va être dominante dans l'histoire du christianisme, mais notamment depuis le christianisme antique jusqu'au XIIe siècle, XIIIe siècle, enfin le Moyen-Âge intermédiaire, c'est la conception qu'on pourrait qualifier de pessimiste ou d'augustinienne. Et alors, dans cette version-là, c'est surtout l'aspect pénible du travail ou l'aspect de punition divine qui est l'interprétation dominante. Hein, on interprète ce passage comme faisant du travail une malédiction ou un péché. Déjà l'augustinisme, donc l'augustinisme c'est la théologie de saint Augustin, qui fait vraiment autorité en particulier pour cette période-là de l'histoire du christianisme, donc avant le Moyen-Âge intermédiaire. Pour Augustin, le travail n'a de valeur qu'en tant qu'il est l'acceptation pénitentielle de sa souffrance. Donc voilà, on travaille pour être puni du châtiment d'avoir fauté, quoi. Hein, c'est ça qui donne son sens au travail, c'est une punition divine, il faut donc l'accepter en tant que châtiment. Néanmoins, ça peut avoir certaines vertus quand même, parce que l'oisiveté serait pire que le travail, voilà, selon saint Augustin, donc finalement c'est pas plus mal travailler et puis arrêtez de vous plaindre. Alors cette conception pessimiste du travail commence un petit peu à évoluer au milieu du Moyen-Âge, et c'est intéressant parce que ça annonce justement les temps qui vont venir. C'est très fortement lié, je vous renvoie à une vidéo précédente de ma chaîne, c'est très fortement lié à ce qui va se passer au moment des réformes grégoriennes, où la théologie et la conception du monde chrétienne va profondément changer d'une façon qu'on peut, en très résumé, qualifier de plus positive. Le sens de l'action humaine sur Terre va être revalorisé, et ça va avoir toute une série de conséquences tout à fait capitales sur l'évolution de l'Occident. Donc, s'agissant du domaine du travail spécifiquement, on a Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, donc, qui est l'autorité philosophique et théologique principale de l'Église depuis le XIXe siècle, mais même avant, qui avait une forte influence, mais officiellement depuis le XIXe siècle. Thomas d'Aquin élargit la vision positive du travail. Donc, il le décrit non seulement comme un remède contre l'oisiveté, mais aussi comme un moyen de gagner sa vie, un frein contre la concupiscence de la chair et une source d'aumône. Donc, le travail a une certaine positivité parce qu'il permet de s'éloigner du péché, de vivre dignement et de venir en aide à autrui, voilà, pour faire la charité. Donc, c'est une activité qui commence à regagner une certaine positivité.
Néanmoins, c'est très lent et la conception pessimiste reste dominante. Donc là, on a une citation d'une prière ou d'un texte de rédemption, je ne sais pas exactement ce que c'est. Au XIXe siècle, on considère encore, dans certains textes, le travail comme un châtiment rédempteur. Donc voilà, on est puni, et on s'excuse en faisant son travail. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et c'est intéressant de voir la datation, que la conception religieuse du travail prend une nouvelle orientation. Dans les années 50-60, plusieurs tentatives vont naître de formuler une théologie du travail. Donc je ne vais pas commenter tous les textes en détail, mais voilà, pour les chrétiens ou pour les gens qui s'intéressent à l'histoire religieuse, il y a les textes qui marquent cette évolution d'interprétation de la valeur du travail. Donc les principales idées qui émergent dans cette période, et il faut s'imaginer qu'on est dans une Europe sous pression du bloc communiste et des idées associées. Donc finalement, il y a un enjeu comment dirais-je, de ne pas perdre le soutien pour l'Église des masses populaires. Donc c'est très probablement lié à cette reconsidération de la valeur et de la dignité du travail, que ces évolutions théologiques se produisent. Donc les principales idées, c'est que le travail, il est positif. Pourquoi? Parce que ça permet à l'homme de participer à l'achèvement de la création. Donc c'est quand même pas rien, il est co-créateur du monde. Ce qui est quand même pas du tout la vision traditionnelle, qui est beaucoup plus pessimiste ou qui modère l'importance de l'homme. Ça permet à l'homme de développer des facultés, des talents, ténacité, ingéniosité, esprit d'invention. Donc il devient meilleur ou plus parfait par son travail. Et puis c'est une occasion de vie en communauté, de joie partagée, nanana. Les hommes se découvrent frères dans le travail, enfin c'est très beau quoi. Donc il y a Jean-Paul II aussi en 80 qui traite de la question du travail dans une encyclique. Ça devient une partie de la doctrine sociale de l'Église qui avait commencé à émerger au XIXe siècle. Et il y a les éléments que je viens de citer, plus d'autres, notamment le fait que le travail serait une activité qui nous identifie au Christ parce que Jésus, il était charpentier finalement, donc lui aussi travaillait, donc finalement c'est pas dégradant ou pas forcément mauvais de travailler puisque Jésus lui-même le faisait. Donc, bon. Donc on voit bien que dans cette période des 30 Glorieuses, pensez à quand même le contexte, quoi, période de productivité, de modernisation, et puis de dispute aussi pour le contrôle politique des classes ouvrières occidentales, enfin en tout cas en Europe de l'Ouest, il y a une forte revalorisation du travail qui intervient. Donc ça, c'était un petit point d'histoire d'idées sur la perception du travail dans le christianisme. Ce qui me semble intéressant pour rattacher ça quand même à mon thème qui est la fin du travail, c'est que c'est absolument pas à partir d'une vision chrétienne du monde qu'on peut en arriver à l'idée que ce serait bien de dépasser le travail. C'est pas possible. Ça n'existe pas dans ce cadre mental-là. Parce que le christianisme, si on fait le bilan de cette partie, il a considéré au cours de son histoire alternativement soit cas majoritaire que le travail c'est un châtiment divin indépassable, donc on ne peut pas sortir du travail puisque c'est une punition divine, puisque c'est la volonté de Dieu de nous faire souffrir pour qu'on s'excuse, etc. On ne peut pas aller contre l'existence même du travail, c'est la volonté de Dieu. Bon. Et autre point de vue, le travail commence à être perçu, notamment au XXe siècle, on voyait qu'il y avait déjà des tendances du même genre au Moyen-Âge intermédiaire. Le travail, il est aussi, à certains moments, considéré comme une activité positive. Donc si c'est une activité positive, il n'y a pas de raison de vouloir la fin du travail, en fait. C'est positif, donc c'est bien. Voilà. Donc aucune de ces deux visions, dans la conception traditionnelle chrétienne du monde, le résumé, c'est que ça n'a pas de sens d'aspirer à la fin du travail, donc on ne peut pas le penser. On ne peut pas le penser parce que pour pouvoir penser, se mettre à penser quelque chose comme la fin du travail, il faut admettre deux idées. Premièrement, il faut admettre que le travail il a quelque chose de négatif ou d'insatisfaisant, parce que si c'est purement positif, on ne voit pas pourquoi il faudrait s'en débarrasser. Et deuxièmement, il faut qu'on suppose que c'est une situation qui est temporelle, qui est dépassable, et qu'il existe une puissance en l'homme dont le développement permettra à terme d'abolir le travail. Si on ne pense pas que l'homme est capable de dépasser cette situation de travail, s'il n'y a pas les ressorts, s'il n'y a pas la force d'un jour y parvenir,
et ben ça n'a pas de sens d'y penser ou d'avoir cette idée. Donc c'est pas la vision chrétienne du monde qui permet de penser la fin du travail. Alors où est-ce que ça commence à émerger? J'ai cherché un petit peu ailleurs. Toujours chez les anciens, on a la perspective païenne, si vous voulez, ou aristocratique gréco-romaine. Et alors chez les anciens païens, quoi, ceux qui ne sont pas chrétiens, alors le travail il est vu différemment. Donc déjà, c'est pénible, c'est même mauvais, hein, voilà, c'est pas bien, quoi. Ils ont une vision négative du travail, les anciens, ça c'est clair. C'est indépassable, donc il n'y a pas de solution, donc c'est un mal, voilà, éternel. Et puis, c'est là où il y a un côté qui est moins égalitaire que le christianisme quand même, hein, c'est surtout que les anciens ils ont une conception du travail comme une activité inférieure. Donc le travail, c'est bon pour les esclaves, ou à la limite pour les pauvres, hein, voilà. Mais dans cette vision hiérarchique aristocratique du monde, l'homme libre, c'est celui qui se caractérise par l'otium, donc c'est celui qui a le loisir, c'est celui qui ne travaille pas. C'est pour ça que j'ai appelé ça conception aristocratique du monde, parce qu'en fait ça survit dans la noblesse voilà, issue de l'ordre féodal du Moyen-Âge, et puis la noblesse jusqu'à nos jours, quoi. Voilà, le travail c'est dégradant, c'est un truc que l'homme vraiment libre ne fait pas. Heureusement, il y a des gens pour le faire. Et alors c'est seulement à partir de cette idée que le travail est quelque chose de pénible qu'il vaudra mieux éviter, qu'on peut commencer à imaginer le fait de le supprimer. Donc pour autant que je sache, Aristote, hein, c'est bien de parler un petit peu de lui puisque nous sommes, n'est-ce pas, sur le cercle Aristote. Aristote, le philosophe grec donc, de l'Antiquité, est le premier, me semble-t-il, à imaginer la possibilité ou une situation où le travail aurait disparu. Simplement, lui, il l'imagine sous forme d'une fiction qui est irréalisable, donc c'est pas quelque chose qu'on peut réellement obtenir, mais on peut au moins se le représenter. C'est déjà un changement. Et comment imagine-t-il la fin du travail? Eh bien, très simplement, et toutes les conceptions suivantes finalement ne feront que reprendre ça, on pourrait aller vers la fin du travail grâce à la technologie. Et oui, donc ceux qui vont travailler, ce ne seront plus des hommes en fait. On a un passage des politiques d'Aristote au livre 1 qui dit tout à fait ça. Donc, il imagine par la négative finalement la situation d'absence de travail en disant bah, finalement c'est pas possible, donc puisque c'est pas possible, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Alors je lis le passage. Si chaque instrument était capable, sur une simple injonction, ou même en pressentant ce qu'on va lui demander, d'accomplir le travail qui lui est propre, comme on le raconte des statues de Dédale ou des trépieds d'Héphaïstos, donc Dédale c'est l'inventeur de la mythologie qui fait les ailes d'Icare et toutes les inventions remarquables, donc il aurait inventé des statues qui bougent elles-mêmes, des robots quoi. Si de la même manière les navettes tissaient d'elles-mêmes et les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves. Donc on voit bien dans ce passage-là, Aristote le dit clairement, le travail c'est un truc pour les esclaves et les ouvriers. Et puis voilà, on pourrait rêver de les en débarrasser, ces inférieurs, par une invention technique exceptionnelle, mais ils n'imaginent pas vraiment ça possible, c'est juste une fiction de l'esprit. Donc, moralité, bilan, les anciens et les médiévaux et les chrétiens, finalement, ils ne pensent pas à la fin du travail. Voilà, ça ne les intéresse pas, ils ne le conçoivent pas. Dans le cas de la pensée aristocratique et de la pensée chrétienne, dans la plus longue partie de son histoire, le travail, c'est quand même plutôt un truc un peu sale, un peu nul, quoi, hein. Donc, c'est pas avec ça qu'on risque de penser l'émancipation vis-à-vis du travail. Et donc, j'en arrive à un grand 3 sur la fin du travail, une ambition moderne. Parce que, pour autant que je sache, ça n'est que dans le 19e siècle qu'on va commencer à trouver l'idée que, tiens, on pourrait peut-être un jour finir par se débarrasser du travail. Alors, ce n'est qu'à la suite de la révolution industrielle que l'amélioration des techniques, de la productivité du travail et la croissance économique, là je parle de l'Europe occidentale, et puis des Amériques et puis du reste, quoi, rend possible une diminution légale progressive de la durée du travail, chose qui n'existait pas avant. Et donc c'est tout un processus historique, je ne vais pas refaire toutes les dates parce que ce serait un petit peu fastidieux, pour ceux qui ont un peu de mémoire ou qui sont un peu plus âgés, pourront penser dans le cas de la France aux 35 heures, mais avant ça on a eu plusieurs étapes.
Notamment la journée de 8 heures. La journée de 8 heures était la revendication internationale du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, et ça a été obtenu légalement en 1917 en Union soviétique, et en 1919 en France. Hein, c'est sous Clémenceau pour ceux qui voient un petit peu le contexte historique. Donc on commence à réduire le temps de travail légalement, mais si on le réduit légalement, c'est pas juste pour faire beau, c'est parce qu'en fait, techniquement, dans les faits, on a déjà les moyens techniques de développement de voilà, la production industrielle moderne. On a des conditions matérielles qui font que c'est en fait faisable de travailler moins. Et plus le temps va passer, plus on va moins travailler. Ce qui va augmenter l'espérance de vie, ce qui va avoir toute une série de conséquences. On va avoir des retraités qui sont des gens qui ont une espérance de vie à la retraite, alors qu'avant la retraite c'était juste avant de mourir, ou même on mourait avant la retraite, quoi. Bon. Donc toutes ces conséquences-là viennent de ces transformations économiques et techniques. Alors, parce qu'elle est humaniste, la pensée moderne, issue de la philosophie des Lumières, n'entend pas se décharger du travail sur des esclaves. Premier point. Et deuxièmement, elle pense possible un progrès de la société vers une diminution progressive, voire même un dépassement du travail, lequel est considéré comme un obstacle au bonheur. Et donc c'est pas simplement que dans la modernité on a des moyens d'action qui sont pas ceux de l'Antiquité, c'est aussi qu'on a des aspirations qui sont pas celles de l'Antiquité dans la pensée moderne. Eh bien le bonheur de l'être humain c'est une valeur, hein, il n'y a pas que le salut après la mort, il y a le bonheur dans ce monde, pourrait-on dire. Et pour réaliser cette valeur, eh bien, on pense que ce serait quand même mieux de travailler moins, voire de s'en passer, si possible. Alors, dans l'histoire du mouvement socialiste, à la fin du XIIe siècle, hein, j'ai oublié de remettre la date, mais on a une brochure hein, qui illustre un petit peu ces idées, qui sont des idées finalement, qui parcourent pas mal hein, un certain nombre d'auteurs hein, du mouvement socialiste du XIXe siècle. On a Paul Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx, qui est connu pour une fameuse brochure qui s'appelle Le droit à la paresse. Et dans Le droit à la paresse, il explique que eh bien, grâce au développement technique, industriel, à la productivité, à la croissance, hein, tout ça, on va pouvoir progressivement supprimer le travail et que l'homme du futur ne travaillera plus en fait. Et c'est formidable, on va être délivré. Donc chez Marx lui-même, on trouve peut-être pas des idées aussi optimistes, mais en tout cas, il est tout à fait clair que Marx pense, dès le 19e siècle, hein, la réduction historique du temps de travail nécessaire pour la production de la richesse, et il considère comme une revendication politique souhaitable la diminution de la journée de travail. Et puis au XXe siècle, on aura Keynes qui dira un peu le même genre de choses. Keynes se dira des trucs du style oui, au XXIe siècle, l'homme travaillera 4 heures par jour. Enfin, voilà. Keynes aussi pense hein, cette réduction historique de la quantité de travail nécessaire. Alors, quelles sont les évolutions contemporaines? Donc, on va venir dans la période des 30 dernières années, on avance encore dans le temps, qui relancent la question de la disparition du travail, qui crédibilisent finalement ces aspirations qu'on pouvait considérer au XIXe siècle comme assez utopiques, ou en tout cas dont on ne voyait pas forcément des éléments de réalisation tout de suite. Qu'est-ce qui crédibilise cette perspective dans l'évolution contemporaine? Bah déjà, dans les pays industriels occidentaux depuis les années 70, on a quand même une tendance structurelle au chômage. Hein. Voilà, je vous apprends rien, mais durant les 30 Glorieuses, voilà, il n'y avait pas de chômage, voire même il y avait des problèmes de pénurie d'emploi qui ont motivé dans certains cas le recours à une main-d'œuvre immigrée, alors que la tendance économique depuis les années 70 va plutôt dans le sens d'un accroissement du nombre de chômeurs, ou de la quantité d'heures qui ne travaillent pas, ou ainsi de suite. Donc déjà, il y a ça. Un chômage dans une société où pourtant la richesse progresse et où tendanciellement on a moins besoin de travailler. J'ai repris un petit texte d'un philosophe allemand connu pour sa critique de la technique qui s'appelle Gunther Anders. Et dans son bouquin de 1980 qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, eh bien, il signale que les entrepreneurs, et pas seulement dans le monde capitaliste, donc il pense aussi à l'évolution des pays soviétiques, les entrepreneurs commencent à chercher à priver leurs entreprises de travailleurs, donc à les remplacer par autre chose que du travail, donc des machines. Et il cite le cas du groupe Kawasaki, qui se vend déjà aujourd'hui dans le Spiegel, donc un journal allemand de 78, de posséder une usine sans assistance. Donc des entreprises, enfin des industries manufacturières qui pourront produire sans avoir besoin de personnel ou de travailleurs manuels.
Il est intéressant de noter la nationalité probable du groupe en question. Donc c'est le Japon qui est particulièrement à la pointe dans cette robotisation de la production. Et donc c'est des phénomènes qui ne sont pas si nouveaux que ça. Il y a déjà des précédents dans certains domaines. Donc tendance générale, et ça justifie en partie le titre de son bouquin L'obsolescence de l'homme, l'homme devient inutile, ou en tout cas la production va pouvoir se faire avec une main-d'œuvre sans cesse décroissante. Alors pourquoi les chefs d'entreprise ou les gens qui ont le contrôle des moyens de capitaux, que ce soit des capitalistes dans les pays capitalistes ou des bureaucrates dans les pays soviétiques, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à diminuer le nombre de travailleurs? C'est simple, ça permet de ne pas payer de salaire, et puis les travailleurs sont peut-être moins fiables que des machines, ils peuvent se tromper, ils peuvent être en retard, ils peuvent faire grève, enfin voilà, si on les remplaçait par des machines, ce serait un problème de moins. Donc c'est une tendance, d'ailleurs dans le Capital de Marx, il y a des réflexions sur, comment il appelle ça déjà, il y a un nom barbare là, peut-être quelqu'un va me mettre sur la voie, mais euh, la diminution de la composition organique du capital, je sais plus quoi, enfin il y a une appellation un peu barbare où Marx note que le capital a une tendance à essayer de limiter la part du travail au profit du capital dans la production pour des raisons d'économie et de paix sociale. Et ça fait partie des raisons qui font que Marx pense qu'un jour viendra où il y aura suffisamment de gens au chômage et ou prolétarisés pour que la révolution devienne possible. Alors j'avance aux années 95, donc comme je l'ai dit, c'était une année assez riche en réflexion sur le travail, puisqu'on a deux bouquins qui ont marqué un petit peu les débats. Le bouquin de Jeremy Rifkin aux États-Unis, qui a été traduit, donc qui s'appelle La fin du travail, et le bouquin de Dominique Méda, qui est une Française, sociologue, inspectrice du travail, et qui a écrit, elle, sur le travail, une valeur en voie de disparition. Alors c'est pas tout à fait le même sujet, Rifkin s'y réfléchit au travail en tant qu'activité, tandis que Médaille réfléchit plutôt au travail en tant que valeur, mais bon, si ça diminue comme valeur, c'est peut-être aussi parce que ça diminue comme activité. Alors les tests de Rifkin rapidement résumés, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc je vais aller voir sur Wikipédia parce que j'ai pas eu le temps de lire son bouquin évidemment. Mais en gros, après la disparition des agriculteurs et le déclin dans les pays occidentaux de la main-d'œuvre industrielle, main-d'œuvre ouvrière, etc., des industrialisations, il y aurait une recomposition de la distribution, de la division sociale du travail ou de la distribution des emplois, et il y aurait d'une part un petit pourcentage d'emplois très qualifiés et bien rémunérés qui représenterait moins de 20% de la population et qui se concentrerait dans le secteur de l'économie de la connaissance, dans le tertiaire supérieur, pourrait-on dire, voilà, bon, ce type-là d'emploi. Et à l'autre bout du spectre, développement des emplois peu qualifiés et peu payés. On peut d'ailleurs noter que dans l'évolution contemporaine de la structure de l'emploi ouvrier en France, le seul secteur où l'emploi ouvrier progresse, c'est la logistique. Donc on crée des postes de mecs qui vont déplacer des transpalettes pour livrer les colis Amazon. Ce qui est une activité voilà, utile et respectable comme toute activité, mais ça ne demande pas un niveau de qualification très avancé ou une formation progressive de la personne qui lui laisserait des perspectives d'évolution de carrière intéressantes. Quoi. Ça reste du travail très, très basique et manuel. Donc ce processus va mener à une polarisation des emplois. Il y en aura beaucoup qui se créeront et en haut et en bas de la pyramide de la qualification. Et puis toute la partie intermédiaire, celle qui faisait vivre les classes moyennes, va selon Rifkin disparaître. Et pour que l'ordre social n'éclate pas, selon Rifkin, il serait souhaitable qu'il y ait d'une part une diminution du temps de travail légal. Donc lui propose la semaine de 30 heures, pardon. Pas 35 heures mais 30 heures. Entre parenthèses, la date du bouquin c'est 95, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure ce livre et les thèses qui l'accompagnent ont pu avoir une incidence sur les lois françaises sur la réduction à 35 heures. Enfin, faudrait enquêter un peu sur la mise en place de cette loi. Et puis, il faudrait développer un secteur qui permettrait
d'amener des rémunérations ou un temps de travail partiel aux gens qui vont se retrouver exclus du marché du travail, etc. Bon. Donc c'est une réflexion sur la fin du travail et aussi sur la fin de l'emploi qui va avec. Et puis on a le bouquin de Nodomik Meda, donc j'en ai pas fait l'analyse spécialement non plus, mais ça sort la même année, et donc selon elle, il y aurait un déclin du travail en tant que valeur, c'est-à-dire que les individus ne se perçoivent moins qu'avant comme étant définis par leur identité professionnelle. Alors il y a tout un tas de raisons, ça peut être le développement des loisirs, ça peut être le fait que les individus changent beaucoup plus que pendant les 30 glorieuses d'emploi, à cause de la précarité économique et de la tertiarisation et de la mobilité géographique et de pas mal de facteurs en fait. Mais voilà, c'est moins facile de s'identifier à un métier quand on en fait plusieurs au cours de sa vie. Il y a tout un discours patronal que vous connaissez peut-être, qui consiste à dire que c'est formidable, les gens vont faire plein de métiers dans leur vie, ils vont changer, ils vont être fluides, tout ça. Bon. Voilà. Et puis l'autre facteur qui fait que les gens s'identifieraient peut-être moins à leur travail, c'est simplement le fait qu'ils n'en ont plus, puisqu'il y a un développement du chômage. Voilà. Ça, c'était les années, milieu des années 95, donc finalement l'époque où je suis né, quoi. Depuis lors, qu'est-ce que j'avais noté à souligner? Donc oui, depuis lors, donc ça c'était la question plutôt de la robotisation et de la destruction des emplois industriels ou manuels. Alors un petit point sur les robots, qui sont un peu des acteurs de cette histoire de la fin du travail. Le robot, c'est un personnage culturel qui est apparu en 1920 dans une pièce de théâtre d'un dramaturge tchèque qui s'appelait Karel Čapek. Et c'était une pièce de théâtre, paraît-il, tout à fait pessimiste, puisqu'elle consistait à dire que l'homme va créer des robots, donc des machines d'apparence humaine, qui vont faire mieux que lui ce qu'il fait, et le remplacer. Donc les robots vont progressivement supplanter les hommes. Voilà, thème pessimiste culturel qui n'est pas si nouveau que ça, finalement, on pourrait en trouver quelques antécédents au XIXe siècle. Il est intéressant de noter que cette perception critique de la figure du robot et de la technique en général se déroule dans un contexte marqué par les lendemains de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, la guerre industrielle, enfin les boucheries, voilà, vous savez ce qui s'est passé. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette perception pessimiste vis-à-vis de la figure du robot. Qui reste discutable, je renvoie les auditeurs de ma chaîne que ça peut intéresser aux réflexions de Simondon sur la technique, qui n'ont pas forcément cette coloration, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les innovations contemporaines, on a deux cas qui m'ont semblé... Alors oui, donc ça c'est... Alors, petit point, oui. Sur le robot, sur la destruction des emplois manuels par la technologie, je trouve intéressant, pour avoir un petit peu quand même un discours nuancé sur la question, de souligner peut-être une limite du processus. Donc certes, il y a une destruction de l'emploi ouvrier, manuel, industriel par la robotisation. Cependant, peut-être qu'il y a des contre-exemples, il faudrait chercher, voir s'il n'y a pas des contre-exemples locaux qui relanceraient la fameuse thèse schumpeterienne de la destruction créatrice. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des emplois qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui apparaissent, donc finalement tout va bien. On a un auteur qui a écrit dans Contrepoint en 2018 et qui nous a présenté un petit exemple où le travail faiblement qualifié serait relancé par le développement d'assistance numérique ou de voilà, choses qui s'apparentent à de l'intelligence artificielle plus ou moins perfectionnée. Et donc, l'auteur de cet article nous explique que, allant en Russie et tombant sur un chauffeur qui ne parlait pas sa langue, eh bien, le chauffeur a utilisé l'application Google Translate de son téléphone pour que ce qu'il racontait finalement soit traduit dans une langue étrangère par l'intermédiaire de l'application. Et alors, l'auteur nous dit que finalement, ça permet de sauvegarder un certain type d'emploi non qualifié, donc là en l'occurrence l'emploi de chauffeur de taxi, car, je cite, sans Google Translate, il aurait dû se contenter de passagers locaux moins rémunérateurs, sachant qu'effectivement le niveau de vie russe n'est pas forcément le niveau de vie d'un touriste occidental qui va se balader dans le pays, parce qu'il y a sûrement pourra faire de toute façon. En clair, son manque de qualification a été compensé par l'IA. Et donc, voilà, c'est un journal libéral, comme vous le savez, Contrepoint, et là on a une perspective, on va dire, un peu plus riante, ou en tout cas un peu plus positive. Voilà,
le développement de la robotisation ne serait pas forcément source de destruction d'emplois, ça permettrait peut-être d'en sauvegarder certains. Bon, j'apporte cet exemple à titre de nuance, je ne suis pas vraiment convaincu que ça représente la tendance majoritaire, mais il faudrait chercher, ce serait effectivement intéressant de voir jusqu'à quel point ça pourrait tempérer le processus. Alors, après avoir parlé de ce qu'allaient devenir les emplois manuels, passons aux emplois des employés et des cadres supérieurs. Donc, c'est un petit peu leur tour, puisque maintenant, on nous explique de plus en plus qu'ils vont être supprimés par l'intelligence artificielle. Alors, dans les faits d'armes des intelligences artificielles récents, hein, outre Midjourney, que vous utilisez tous avec passion pour faire de beaux dessins comme moi, je le présume, on a plus sérieusement l'intelligence artificielle dite AlphaGo de Google qui en 2012, enfin voilà, cette période-là, a réussi à battre plusieurs champions de Go mondial. Donc voilà, le signe d'une puissance de calcul qui ne cesse de croître grâce à un apprentissage par les données. Nanana. Bon, c'est peut-être pas non plus si révolutionnaire que ça. J'ai quand même un vague souvenir de compétition robot humain ou intelligence artificielle humain, des joueurs d'échecs professionnels avaient été battus. Voilà, il y a un certain nombre d'épisodes de cette histoire. Ce qui est plus intéressant pour notre sujet, c'est la possibilité ou pas que ça ait des applications professionnelles et éventuellement que ça puisse se substituer à du travail humain. Et alors, dans ce domaine-là, et vous avez peut-être d'autres exemples que je ne connais pas, n'hésitez pas à en suggérer à la fin de cette présentation. Le dernier sujet en date, le sujet qui brûle les lèvres de tout le monde, le sujet qui était le sujet avant que ça devienne est-ce que le pays va cramer à cause de Macron, c'est cette popularisation de l'application ChatGPT. Voilà, donc moi, ça fait quelques semaines que j'en ai un petit peu entendu parler, j'imagine qu'il y en a d'autres qui la connaissent depuis un peu plus longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que ça devient quelque chose qui marque l'opinion publique depuis le début de l'année, quoi. C'est très nouveau quand même, hein. Donc qu'est-ce que c'est ChatGPT pour ceux qui ne l'auraient pas déjà utilisé ou qui ne voient pas ce que c'est? Ben, en gros, c'est un robot sur Internet, vous lui mettez une question, il vous répond en une page, et il vous répond, pour l'avoir testé un petit peu et avoir voulu évidemment trouver un peu les failles du système, il fait des réponses quand même intelligentes, même à des questions assez tordues, hein. Moi je suis prof, entre autres choses, de philosophie, donc je me suis amusé à lui poser des questions de philosophie pour essayer de piéger un petit peu la bestiole. Bon, ChatGPT, il est pas bête, quoi, hein. Je sais pas exactement comment le logiciel fonctionne, où est-ce qu'il va chercher des informations, etc., comment il la combine, mais il arrive à produire dans un français compréhensible des paragraphes de réponse qui sont relativement intelligents, quoi. Donc on sent que bientôt l'élève standard il pourra ne pas faire ses devoirs et puis demander à ChatGPT de lui faire des réponses. Voilà, c'est déjà quelque chose qui est à prévoir. Souhaitons que l'intelligence pédagogique puisse contrer ce processus terrible. Donc ça c'est un exemple d'application d'intelligence artificielle qui peut servir à remplir des fonctions. Donc je sais par exemple, hein, j'ai un cousin qui est professeur d'université qui s'en sert pour faire de la traduction, enfin je crois que ça sert à ça aussi, hein. Bon, donc, ça pourrait remplacer des activités de traduction, donc misère des traducteurs qui étaient déjà sous-payés, ils le sont encore plus peut-être, ou toi il y en aura moins. Et donc, si on met bout à bout ces différents processus de robotisation, d'intelligence artificielle, de technologisation de la production, finalement au sens large, hein, certains estiment que 30% de l'emploi actuel pourrait disparaître au cours des 15 ou 20 prochaines années. Enfin bon, les estimations sont très fluctuantes, je ne suis pas spécialiste de la question, donc voilà, je ne peux pas vous garantir la validité de ces chiffres pour leur ampleur exacte, mais voilà, c'est un sujet qui est quand même assez débattu, qui revient dans des discussions, voilà, des colloques, des réunions d'investisseurs internationaux. Qu'est-ce qui va rester comme emploi? Et puis un autre facteur qui me semble intéressant et qui est vraiment dans l'actualité sur cette question de la fin du travail, c'est la situation post-Covid, puisque on a un certain nombre de journaux qui se sont fait l'écho d'une fuite des emplois qui aurait commencé aux États-Unis. Les gens se seraient rendus compte à la faveur de la crise Covid que finalement ils avaient un emploi qui n'avait pas vraiment de sens, donc il faut qu'ils quittent leur emploi.
Voilà, il y a des hashtags sur les réseaux sociaux qui sont la traduction de ce désir d'en finir avec le travail. Bon, il y aura des gens qui ne voudraient plus travailler, qui n'auraient plus la motivation de travailler, ou qui trouveront que leur travail n'aurait pas de sens, ce qui est tout à fait possible. Ça nous ferait d'ailleurs des liens avec la thèse bien connue de David Graeber sur les bullshit jobs. Donc il y aurait des emplois qui auraient survécu, mais qui seraient inintéressants. Donc ça donne envie de les fuir. Alors tous ces facteurs mis bout à bout donnent quand même un certain crédit, sinon à la perspective de la fin du travail, mais au moins, je serai plus nuancé, parce qu'effectivement je pense pas, je grille le suspense, je pense pas qu'on verra un jour une fin du travail totale, stricto sensu, mais on peut quand même penser qu'on est arrivé dans une période historique où il est raisonnable d'imaginer une baisse du travail, une baisse de la quantité de travail nécessaire pour produire une richesse constante, donc un déclin finalement du travail et un déclin corollaire de l'emploi, puisque c'est la forme sociale sous laquelle la plupart des gens travaillent, travaillent parce qu'ils ont un emploi. Il y aurait un élément qui permettrait de fortement nuancer. Il y a une tendance opposée que je signale quand même par avance, qui pourrait contester tout le raisonnement, c'est de dire que avec les problèmes de ressources et d'énergie liés au changement climatique et au contexte géopolitique international et à la fin du pétrole et je ne sais quoi, potentiellement que la quantité d'énergie disponible pourrait se retrouver limitée et que du coup la nécessité du travail humain pourrait redevenir beaucoup plus importante. C'est très possible, moi je trouverais ça assez crédible comme scénario de moyen ou de long terme, mais à court terme, c'est-à-dire que d'ici 15 ou 20 ans ou 30, voilà, dans une période plus rapprochée, on pourrait quand même penser que la tendance prédominante sera une baisse de la quantité de travail nécessaire. Ce qui nous amène à quand même considérer cette perspective, et donc on peut se demander, point d'interrogation, est-ce que ce déclin du travail, même s'il ne sera pas forcément durable à l'échelle de l'histoire humaine, est-ce que ce déclin du travail est une bonne nouvelle? Et là, c'est la partie réflexion éthique. Que dire? Très simplement, la réponse donnée à cette question dépend très fortement en fait de l'évaluation morale qu'on fait du travail. C'est-à-dire si on pense que le travail c'est bien, le fait qu'il disparaisse c'est un problème. Si on pense que c'est un mal, le fait qu'il disparaisse c'est une bonne nouvelle. Donc ça dépend de l'évaluation qu'on a du travail lui-même. Moi personnellement, après mûre réflexion sur le sujet, mais ce serait un autre sujet de voir comment j'en suis arrivé à ces réflexions, j'ai plutôt l'impression que le travail est quelque chose d'assez moralement neutre, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on n'aime pas travailler, c'est ce qui définit en partie le travail. Le travail est un type d'activité productrice qu'on ne fait pas de manière volontaire, parce que si vous le faites de manière totalement volontaire, c'est un loisir. Moi, quand je peins des figurines sur mon temps libre, c'est un loisir, mais si je devais le faire pour gagner ma vie, ce serait un travail, en fait. Ou quand je dois faire, je sais pas moi, du travail domestique, laver le sol, tout ce genre de tâches, c'est pas par plaisir. C'est donc bien une contrainte, et c'est ça qui en fait un travail. Donc s'il y a bien un élément pénible dans le travail, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner contre la perspective qui en ferait un élément purement positif. En même temps, d'un autre côté, on ne peut pas nier que dans certaines situations, à certains moments du processus de travail, où on peut trouver de la satisfaction dans telle partie de l'activité en elle-même, on peut trouver que le travail a des vertus en tant qu'activité sociale, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sans. Bon, je suis un peu sceptique sur cet argument en faveur du travail parce que j'aurais tendance à penser que sans le travail, on les aurait rencontrés dans d'autres circonstances, mais bon. Et puis, dans une perspective un peu héroïsante, on pourrait dire que oui, c'est dur le travail, mais quand on a bien travaillé, on est fier de son travail parce que le résultat est là, quoi. Donc on a su surmonter la peine, finalement. Bon, ça pourrait être éventuellement aussi un argument en faveur de la valeur morale du travail. Donc si on évalue ces différents éléments les uns par rapport aux autres, ma conclusion c'est qu'on ne peut pas vraiment trouver que le travail c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est ambigu, c'est un peu des deux. Donc du coup, la perspective de la fin du travail est-elle aussi quelque chose qui semble ambigu sur le plan éthique? Il y a des personnes pour qui ça pourrait être une bonne nouvelle, des personnes pour lesquelles ça pourrait être une mauvaise nouvelle, ou en tout cas, c'est difficile d'arriver à une conclusion tranchée sur qu'est-ce que ça changerait à la qualité de vie, en fait, qu'il y ait moins de travail. Alors,
Donc j'ai dit que ça dépendait de l'idée qu'on se fait de la valeur du travail. Il y a certains psychologues ou apparentés, hein, notamment Freud, mais aussi d'autres auteurs plus récents, qui ont l'air de penser que le travail est quelque chose de intrinsèquement structurant pour la personnalité de l'homme, et que si on ne travaillait pas du tout, ce serait plutôt quelque chose qui nous rendrait apathiques. Hein. On ne pourrait pas vraiment... on serait en fait un peu amorphe, quoi. On n'arriverait pas à trouver un sens à l'existence sans aucune forme d'activité de type travail. Voilà, donc alors on nous donne des exemples à l'appui de cette thèse, s'agissant de l'observation de certains chômeurs. Hein, voilà, qui seraient apathiques en train de marcher dans les rues, désorientés, nanana. Bon. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'exemple que vous avez à l'écran, là, qui vient donc d'une psychologue autrichienne qui s'appelle Ja Oda, je me demande très fortement si c'est vraiment l'absence de travail qui mine les personnes concernées, ou plutôt si c'est pas plutôt le chômage, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler, mais parce que en fait on est contraint de ne pas travailler, et puis surtout on n'a pas les revenus qui vont avec le travail. Je pense que c'est peut-être plutôt cette perspective-là qui les a déprimés, les individus en question, hein, parce que ils auraient été rentiers, ou ils auraient été oisifs, mais avec de quoi gagner leur vie automatiquement, ils seraient peut-être pas déprimés, quoi. C'est une piste. Alors, je peux quand même imaginer qu'il y a des gens qui seraient malheureux du fait de ne plus pouvoir travailler. Finalement, il y a deux causes, hein, moi, qui me semblent pouvoir faire de la fin du travail une mauvaise nouvelle. C'est soit le fait que les individus n'aient plus des revenus dont ils jouissaient jusque-là par leur travail, par l'intermédiaire de l'emploi, en fait. Soit le fait que le travail était vraiment une occasion de vie sociale tellement enfin, irremplaçable, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas trouver dans autre chose l'occasion de rencontrer des gens, discuter, s'épanouir, faire quelque chose d'utile qui donne un sens à leur vie. Et je pense qu'aucune de ces perspectives ou de ces situations possibles n'est vraiment de nature à justifier intrinsèquement le travail. C'est-à-dire que ce sont des biens, le fait d'avoir de la richesse, ou le fait d'avoir de quoi vivre, et le fait d'avoir une vie sociale satisfaisante, me semble être des biens dont l'obtention n'est pas nécessairement conditionnée par l'existence même du travail. Parce que si on était dans une société où les robots faisaient 100% de la production, et ça y est, c'est en libre général pour tout le monde, eh ben, on n'aurait pas, pour peu qu'on ait l'organisation politique qui redistribue de façon équitable la richesse produite, ben, on n'aurait pas normalement de problème d'argent, enfin économique, quoi. Et puis, si on a tout ce temps libre, qu'est-ce qui nous empêche de aller vers les autres et de faire des activités sociales satisfaisantes? Donc, je ne suis pas vraiment convaincu par les discours qui font de la fin du travail un problème. La raison pour laquelle la fin du travail peut être un problème me semble complètement, comment dirais-je, elle n'est pas de nature économique ou technique, elle est de nature purement politique. C'est-à-dire que la fin du travail est un problème si et seulement si elle signifie la fin de la rémunération des individus qui ont été licenciés, en fait. Donc le problème n'est pas la fin du travail, le problème c'est le chômage, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le chômage ou la désaffiliation sociale, ou le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent exclus de la société, en fait, parce qu'ils n'ont plus de revenus, et potentiellement à la fois plus de revenus et plus d'activité sociale, mais pour l'activité sociale, j'ai quand même tendance à penser que ils pourraient en retrouver pour peu qu'ils ne soient pas contraints par leur survie matérielle. En ayant des loisirs, en faisant toutes sortes d'autres choses, voilà, en aidant leur famille, enfin voilà, un individu un individu dont le sens même de la vie s'effondrerait juste de l'absence de travail, ça me semble pas possible, et si c'était le cas, je pense qu'il aurait un problème psychologique qui tient à son cas personnel et qui n'est pas vraiment intrinsèque à la nature humaine, quoi. Enfin, moi personnellement, on me dit t'auras plus jamais besoin de travailler, tous tes besoins sont satisfaits. Je vois pas pourquoi je voudrais quand même travailler. Ça me semble peu probable. Donc le problème qu'a peut amener la perspective de la disparition du travail, c'est tout simplement un problème politique, hein, qui est la question de que vont devenir les chômeurs, en fait. Que vont devenir les chômeurs? Eh bien, on ne sait pas, hein, c'est pas vraiment un discours qui est présenté dans le débat public. Le seul, hein, il faut quand même lui reconnaître ce mérite parce qu'il n'en a pas beaucoup d'autres. Le seul, à ma connaissance, qui avait un peu amené le débat
sur ce sujet précisément, c'était Benoît Hamon en 2017, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Donc il avait parlé de la perspective d'un revenu minimum qui serait dans son esprit trouvé sur une taxation de la robotisation des entreprises afin que les gens puissent avoir des revenus complémentaires. Bon, j'avais trouvé la mesure très mal conçue parce qu'en fait ça va plutôt pousser les entreprises à ne pas se robotiser alors qu'en soi ça fait quand même des gains de productivité. Donc voilà, elle était très mal conçue sa réforme, mais bon, au moins avait-il eu le mérite d'introduire le débat et de se demander que vont devenir ces gens qui n'auront plus de revenus. Évidemment, ça présuppose qu'on en ait quelque chose à faire. Hein. Si on pense qu'ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail, hein, bien sûr, c'est pas un sujet. Voilà, et ben écoutez, j'espère que toutes ces perspectives historiques, sociologiques, économiques et que sais-je encore vous auront fait réfléchir, ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous remercie.